Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous, très heureux de vous retrouver en ce début juin et surtout à l'aube de la grande finale de la Coupe Stanley dans la NHL, alors que les Panthers de la Floride vont affronter les Oilers d'Edmonton pour l'obtention du précieux trophée. Les deux équipes qui ont remporté leur finale d'association en 6 rencontres. Ça a donné une belle semaine de pause, une belle semaine de congé pour un peu soigner quelques bobos, quelques blessures. Et on aura droit certainement à une finale des plus spectaculaires. On va en parler aujourd'hui avec notre invité Stéphane Rochette. On va le rejoindre dans quelques instants, juste le temps de vous rappeler évidemment qu'on est disponible sur toutes nos plateformes numériques et d'écoute audio, également sur notre application numérique. Et pour ceux qui veulent nous voir à la télévision, l'épisode d'aujourd'hui est diffusé donc ce jeudi 20h sur MySports 1. Voilà, tout est dit. Sans plus tarder, on va rejoindre Stéphane. On retrouve Stéphane Rochette au Québec pour notre segment Hop Suisse. Salut Steph. Salut Joe. Steph, j'ai comme l'impression que tu as dû entendre parler un peu de Lausanne ces derniers jours au Québec, non? Oui, ben écoute, j'en entends quand même pas mal parler. Évidemment, les gens qui me connaissent ont suivi un peu la saison de Théo et de Lausanne. Il y a beaucoup de gens là, qui ont appris un peu à découvrir le hockey suisse. Et puis, évidemment, les gens ont vu la nouvelle parce que c'est les Canadiens de Montréal. S'il avait signé avec les Ducks d'Anaheim ou avec Minnesota, on aurait entendu un peu moins parler. Et là, il a signé avec l'organisation des Canadiens de Montréal. Je ne dirais pas les Canadiens de Montréal. Il a signé pour l'organisation des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il va jouer comme deuxième gardien à Laval là, pour débuter la saison. Mais c'est vrai que ça a fait jaser pas mal. Mais c'est bien parce que ça fait un peu connaître un petit peu le hockey suisse au Québec, notamment, parce que c'est notre fief, mais surtout en Amérique du Nord. Oui, parce qu'évidemment, moi, j'ai entendu une interview de RDS avec Christophe Alluet, parce que étant le coach des gardiens, en plus étant figure connue à Montréal pour toutes ces années avec les Canadiens de Montréal, ça reste un gardien qui a beaucoup de notoriété à Montréal. Et justement, il compare beaucoup la Ligue américaine, lui qui a joué dans la Ligue américaine pendant sa carrière, à la National League, évidemment avec une différence de grandeur, mais il disait que ça affecte peut-être plus les joueurs que les gardiens de but, cette différence de grandeur de patinoire. Ouais. Mais Connor Hughes, quand même, Steph, ça t'a pas surpris non plus parce qu'il y a eu des scouts tout au long des playoffs qui sont venus le voir jouer. Ouais, ça fait un petit moment que ça se trame, Joe, évidemment. On ne peut pas tout dire ce qu'on sait. Moi, je sais qu'un certain scout des Canadiens de Montréal, un ancien gardien qui est scout des Canadiens de Montréal, avait Connor Hughes en ligne de mire. Parce que les Canadiens, il faut le dire, les Canadiens de Montréal cherchaient un deuxième gardien, en guillemets, pour appuyer le jeune gardien à Laval actuellement. Jakub Dobeš. Dobeš, oui, j'aurais dit Dubas, mais c'est Dobeš, qui lui a montré de belles choses cette année. C'est clairement à lui qu'on veut donner le poste de gardien numéro 1. On cherchait un backup à Laval. Et c'est fou parce que quand tu regardes le nombre de choix que les Canadiens de Montréal, le nombre de choix au pêchage qu'ont eu les Canadiens de Montréal, ils se retrouvent à aller fouiller sur les agents libres pour trouver un gardien pour jouer à Laval. C'est quand même incroyable. Ils avaient regardé plusieurs gardiens, il y en avait plusieurs en ligne de mire. Ça n'a pas fonctionner comme il voulait avec certains. Et finalement, dans les playoffs, le scout en question des Canadiens de Montréal était présent pour voir évoluer Connor Hughes, a suivi attentivement la série contre Zurich, a regardé aussi les séries précédentes. Il a impressionné quand même pas mal de monde et assez pour se voir offrir un contrat. Mais ça, depuis le mois de janvier que j'entends que Connor Hughes attire l'attention. Il a été blessé. Quand il est revenu, il a repris où il l'avait laissé. Donc, c'est un pari pour lui. Moi, je trouve intéressant, c'est qu'il a signé pour une année. Donc, il va voir comment ça se passe. Et puis, si ça ne se passe pas comme il veut, retour en Suisse, parce que sa valeur en Suisse est très grande. Donc, je pense qu'une année, ça suffit pour lui. Parce que si c'est un rôle de deuxième gardien dans la Ligue, dans la AHL, je ne pense pas qu'il va jouer 10 ans ici de cette façon-là, là, parce que l'argent est nettement moins bon. Il faut voir combien il a signé. Les agents libres peuvent signer un peu plus cher que les rookies, mais je pense que c'est un pari intéressant à son âge d'essayer tout à coup. Et tu sais que les gardiens, Joe, ça peut aller vite. Hein? Tout à coup, il y a un gardien blessé à Montréal, un échange qui est un échange, n'importe quoi. Il peut se retrouver tout à coup backup à Montréal et à jouer des matchs à Montréal cette année. C'est pas impossible. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que oui, là, il a été engagé comme deuxième derrière Jakub Dobeš, qui a connu un début de saison. C'est pas compliqué. Le Canadien de Montréal, le club école, donc le Rocket de Laval, a connu un début de saison catastrophique en raison de son gardien. Dobeš, c'était ses premiers pas après des
ses années dans la NCAA, dans le hockey professionnel. Et il n'était pas épaulé justement par un gardien de but capable de prendre la relève, capable d'aller chercher des matchs si Dobeš n'était pas à 100% ou n'était pas en pleine forme. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que oui, il va là peut-être dans l'aspect d'être deuxième derrière Dobeš, parce que pour l'organisation du Canadien, à l'heure actuelle, Dobeš reste un espoir du club. Les autres espoirs devant les buts sont très jeunes encore, donc vont prendre quelques années avant d'arriver à maturité. Mais je serais surpris, moi, que si jamais il y a une blessure à Samuel Montembeault ou à Caden Primo, qu'on monte Jakub Dobeš. Moi, j'ai l'impression que Dobeš, on va le laisser apprendre dans la Ligue américaine le plus longtemps possible et que ça va peut-être être à Connor Hughes d'assurer la relève en cas d'éventuelle blessure. Il va peut-être avoir cette espèce de rôle de troisième gardien tout en étant deuxième gardien à Laval. Moi, honnêtement, je trouve que le pari pour lui est très bon parce que contrairement à Ludovic Weber, il y a vraiment des perspectives dans cette saison-là pour lui de jouer de 1 sur une base régulière dans la Ligue américaine de hockey et peut-être espérer avoir une audition dans la Ligue nationale de hockey. Et on a vu la courbe, on l'a assisté, évidemment, on a eu Connor Hughes, on l'a vu de très près puisqu'il a joué à Fribourg et à Lausanne ces dernières saisons. Sa courbe de progression à Connor Hughes a quand même été impressionnante. Et là, il est dans son prime, il est dans son sommet. Donc, le Canadien qui l'essaie, moi, je trouve que ça... C'est intéressant et je trouve que ça envoie un beau message aussi aux joueurs en Suisse qui n'ont pas été repêchés, qui se développent un peu sur le tard, qui a une possibilité de se faire voir, même en Suisse, pour traverser éventuellement l'Amérique du Nord. Il y a quand même ce message-là qui se lance. Clairement, clairement. Puis tu regardes, c'est quand même incroyable parce qu'il y a des gars comme Roubec qui sont des gardiens étrangers pour nous, mais quand même pour l'Amérique du Nord, on sait qu'il n'y a pas la notion d'étrangers, qui n'ont pas d'offres, qui sont pas dans le Schliemann à Davos. C'est des très bons gardiens qui n'ont jamais été... peut-être qu'il y a eu des discussions, mais on va chercher un gars comme Connor Hughes. On sait qu'il a joué en Amérique du Nord aussi, on le connaît, il a joué dans les rangs juniors ici. C'est peut-être ça qui l'aide un peu, entre guillemets, à retraverser. C'est peut-être plus facile pour lui, plus facile de le convaincre de retraverser qu'un Sandro Schliemann, par exemple, à Davos. Mais c'est quand même assez... ça a surpris un peu. Moi, ça ne m'a pas surpris, je la voyais venir, mais j'avais quand même entendu l'info un petit peu avant, donc ça m'a pas... Je n'ai pas été pris par surprise. Là. Mais pour Lausanne, c'est quand même un coup... un gros coup. Même si John Fuss le savait, parce qu'évidemment, John Fuss, c'est eux qui donnent les accréditations aux scouts. Donc, quand un scout appelle, dit « Je peux avoir une accréditation pour les matchs. » Tu viens voir qui? Ah, OK. Donc, John Fuss s'en doutait. Et comme la date limite était le 15 juin, on approchait de cette date-là, ce qui sera la semaine prochaine. On s'est dit, je sais que les Canadiens qui ont discuté avec quelques gardiens, que ça n'a pas fonctionné. Finalement, c'est Hughes qui a eu le contrat sur le fil. Mais pour Lausanne, c'est tard un peu. Évidemment, cette date du 15 juin, elle a été fixée là justement pour que les clubs européens se retournent de bord, comme on dit. Mais en Suisse, en Europe, les saisons commencent tôt. Et le 15 juin, pour trouver un gardien libre sur le marché, c'est compliqué. Donc là, Lausanne va si on veut parler de Lausanne maintenant, tu te retrouves avec 2 jeunes gardiens, voire très jeunes. Pache, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il peut jouer dans cette ligue-là. Ça reste un jeune gardien qui risque d'avoir des hauts et des bas, les crises de confiance, etc. Et être deuxième derrière Hughes, puis vouloir y piquer la place, puis le challenger en se disant, bon, si ça ne va pas, de toute façon, il y a Hughes, puis être premier, puis avoir un jeune de 19 ans qui n'a jamais joué un match dans cette ligue-là, puis qu'à mon avis, même si il est aussi talentueux, à 19 ans, je ne connais pas beaucoup de gardiens qui ont été prêts. Tu vas me dire, Berra, Giannoni ont joué des matchs à cette époque, à très bas âge, mais à une autre époque, ce n'est pas du tout la National League d'aujourd'hui. Donc là, ça place Lausanne dans une drôle de situation à voir. Évidemment, Pache, une bonne nouvelle pour lui, parce que s'il explose, gardien numéro 1, c'est parfait. Et puis si tout à coup est malade, Pache, une petite blessure, une petite malaise aux adducteurs, un mois d'absence, qu'est-ce qui arrive? On se rabat sur un gardien de 19 ans? Oui, ou de 22 ans, parce qu'il y a Thibaut Faton aussi qui va être placé à Sierre, qui arrive comme troisième. J'aime beaucoup Thibaut Faton, ça fait 3-4 ans qu'il ne joue plus. C'est ça. Ça va être compliqué pour lui. Il a du talent, évidemment, je l'aime beaucoup, puis comme il a été traité au Tessin, il n'a pas été maltraité, mais les trucs n'ont pas tourné pour lui. Qu'est-ce qui va arriver avec... c'est vraiment un point d'interrogation. C'est un pari vraiment, vraiment gros pari pour Lausanne. Ouais. Tout peut aller bien pour Pache. Il peut assurer 40 matchs tout à coup, finir être comme étant une superstar, un Dieu le père à Lausanne, mais c'est compliqué. Hein,
Mhm. Moi, j'ai jamais vu, entre toi et moi, j'ai jamais vu une équipe connaître énormément de succès. Et là, je pèse mes mots parce qu'ils vont peut-être connaître du succès. Cette équipe-là, sur papier, s'est améliorée en attaque, s'est améliorée en défense. Je pense que Slenichka peut remplacer Christian Jost de belle façon. Peut-être pas dans la phase offensive, mais en tout cas, c'est Non, un gars mais défensif, oui. Mais là, commencer la saison avec 3 gardiens de moins de 23 ans, c'est très risqué. Mais après, j'ai l'impression que John Foust a été un peu prise au piège parce que les signatures ou les accords étaient déjà conclus avec les Finlandais qui sont arrivés, les 3 Finlandais, défenseurs pour remplacer Joss. Et là, tu te retrouves déjà avec 7 étrangers. Si tu vas signer en plus un gardien étranger, tu as déjà 8 licences avant même que la saison soit commencée. Ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Peut-être justement qu'après les fêtes, il y aura un petit coup de fil qui va se lancer pour avoir un gardien étranger. C'est peut-être ça le plan de John Foust. C'est intéressant. Je veux juste revenir sur une chose que tu as dite, Steph. Tu parlais Sandro Schliemann, Shimon Rubets et Connor Hughes. Je dirais que la grande différence entre ces 3 gars-là, Sandro Schliemann est à 1m84, Shimon Rubets est à 1m86 et Connor Hughes est à 1m93. Et maintenant, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, si tu fais pas 1m91, 92, tu peux presque oublier d'être devant la cage. Les petits gardiens là, de la grandeur de Sandro Schliemann, il y en a un. Puis c'est le gardien des Preds, Jussi Saros. Non, je sais, c'est le prérequis, c'est un peu la note de passage, c'est le minimum, quasiment le minimum légal, je dirais. Les gardiens de réflexe, etc., il n'y en a pas énormément. À voir. Bref, c'est une bonne nouvelle pour Connor Hughes dans le sens où s'il le fait, pour lui, c'est un joli pari. Tout à coup, on sait que les gardiens, c'est spécial. Tu arrives de nulle part, tout à coup, tu te retrouves, puis tu es une superstar. Ou il va revenir à Lausanne. C'est un pari intéressant. Il a fait un petit pas en arrière pour mieux sauter. De toute façon, il a prouvé ce qu'il valait en Suisse. Donc, s'il revient, il sera en demande. Tout le monde sait que c'est un bon gardien. Il a prouvé à Lausanne qu'il va être un gardien numéro 1 dominant. Donc, c'était peut-être le bon moment. S'il était parti avant, bon, il n'aurait pas eu le contrat, tu vas me dire, mais s'il était parti sans avoir affirmé quoi que ce soit ici, ben, peut-être qu'au retour, regardez Ludovic Weber, il revient. Mais ça aurait été une option pour Lausanne. Hein? Mais bon, je pense que Zurich avait dit qu'il ne voulait pas le placer dans un club concurrent. Donc, je pense qu'on peut considérer Lausanne comme un club concurrent avec ce qui s'est passé en playoff cette année. Et on peut... le placer à Lausanne alors qu'il y a encore une année de contrat à Zurich, c'est donner des armes à un éventuel concurrent. Donc, à Cloton, on sait que Cloton ne va pas faire de concurrence à Zurich. Donc, petite stratégie, évidemment. Mais l'année prochaine, bon, évidemment, il a signé pour 2 ans à Cloton. À voir, mais pour John Foust, j'allais dire John Foust, ça aura des cheveux blancs pour John Foust, mais il n'y en a plus. Il y a au moins ça. Il y a au moins ça. Il vient de sauver ça. Donc, certainement qu'on va suivre du coin de l'œil Connor Hughes la saison prochaine. Donc, du côté de Laval en début de saison, mais qui sait ce qui peut arriver pour le gardien. Je lui souhaite au moins quelques piges en NHL, voir un peu ce que c'est, ce qui lui manque. Le scénario parfait, on a parlé du scénario. Le scénario parfait, c'est que Connor Hughes fait sa place, tout à coup, une chance à Montréal, performe, et tout à coup, sa carrière en Amérique du Nord peut démarrer. Ça, c'est le meilleur scénario. Puis à Lausanne, c'est que Pache, malgré son âge, assume, s'impose comme un gardien numéro 1 à qui on peut faire confiance soir après soir. Christophe Alluet travaille avec lui et tout va bien. On le sait qu'il va y arriver. On sait que Pache va être un excellent gardien en Suisse. C'est ce que je dis. On le sait, ça. C'est une valeur sûre. À quel moment il peut être vraiment gardien numéro 1 et assurer le fort à lui tout seul, c'est la question. Si c'est maintenant, je dis chapeau à lui. Du niveau de Benjamin Cohn, ça avait eu un début de carrière flamboyant aussi. Elle s'était imposée très rapidement comme gardien numéro 1. Encore une fois, la Ligue a changé un petit peu, mais quand même, c'est pas son talent qu'on met en cause, c'est sa capacité de les épaules et supporter cette pression-là, parce qu'on sait que les attentes à Lausanne, tout à coup, même si les gens disent tout à coup, l'année prochaine, ça va être un peu différent. Puis faire un top 6, c'est difficile, ça se joue à très peu de points. Hein. Il y a souvent 6, même moins que 9 points en jeu. Ben, si tout à coup tes gardiens durant la saison craquent ou tout à coup on commence à faire de la formation et puis on se dit ben on va perdre quelques points en allant comme ça, ben c'est vite éjecté du top 6. Évidemment, je ne veux pas être prophète de malheur, mais
À voir qu'est-ce qui va arriver. On peut toujours se rabattre sur un gardien étranger, le cas échéant, mais on ne va pas tirer des plans sur la comète. Je pense qu'on va démarrer comme ça, puis on va voir. Il y a beaucoup de matchs aussi à Lausanne cette année. Ligue des champions, hein? Ouais. N'oublie pas. Donc, le calendrier sera très, 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 très chargé. À voir justement si un peu comme Fribourg l'a fait avec. C'était avec Rueger. Non, c'était avec Hughes, justement, l'autre année, l'autre saison d'avant. Ouais. On utilisait beaucoup Hughes pendant la CHL. Peut-être qu'Antoine Keller va avoir des matchs pendant la CHL pour enlever justement de la charge de travail à Pache. Moi non plus, je ne remets pas en cause son talent. C'est un très bon jeune gardien. Mais on le voit, toutes les bonnes équipes ont 2 bons gardiens. Même à Fribourg, ça a été un débat aussi. Est-ce qu'on doit aller chercher un deuxième gardien pour épauler Berra? Tu ne sais jamais ce qui peut se passer dans une saison. Ouais. Et c'est là où, si par exemple, Kevin Pache connaît un vendredi soir très moyen, si Keller n'est pas capable d'assurer le fort, ben le samedi soir, ça se peut qu'il soit long à Lausanne aussi. Et c'est là où ça devient dangereux d'y aller avec 3 gars de 23 ans et moins, dont 2 qui ont pratiquement pas d'expérience en National League et Pache qui a une demi-saison d'expérience. La configuration, c'est ça. C'est que Pache, cette année, il était dans une position où il devait challenger Pounenovs et Hughes. Donc, il a chassé Pounenovs. On sait que Pounenovs, ça n'allait pas, etc. Donc, finalement, il a eu le job à Pounenovs. Et puis, son rôle, c'était de prouver à tout le monde qu'il pouvait jouer dans cette ligue-là et être bon. Et en compétitionnant, en assumant durant la blessure de Hughes, mais en assumant, c'était le challenger. C'était le côté, mais si ça n'allait pas, c'était pas très grave parce que il est jeune, etc. Puis Hughes peut assurer derrière. Mais là, c'est comme, vas-y, mon grand, t'es tout seul. Si ça va pas, on va pas dire, oh, c'est pas grave, c'est un jeune, etc. Ben là, ça va pas. On perd des points, puis aussi. Puis là, le jeune derrière, devant une blessure de Pache, ou l'autre, il est premier gardien, là, tout à coup, il se dit, oh, je ne peux pas que je clenche parce qu'il n'y a personne derrière. Donc, c'est compliqué, là. Ça va être aussi là, surtout là, dans la gestion des émotions de ces gardiens. Et je pense que Christo aura tout un challenge sur les bras. Ouais, au moins, Christophe Allouet, je le connais pas énormément, mais je le croise souvent. Ça a l'air d'être un gars très calme, très rationnel, qui va les remettre sur terre aussi lorsque ça ira pas. Donc, non, ça, c'est de la musique d'avenir, évidemment, pour Lausanne. On va être fixé rapidement, j'ai l'impression, dans la saison aussi. Là, si c'est un mauvais début de saison, je pense qu'il va y avoir des changements assez rapidement. Mais belle opportunité, donc, pour revenir à Connor Hughes. Belle opportunité pour lui du côté de Montréal. Steph, c'est ce qui met fin à Hub Suisse. On va basculer du côté de la finale de la Coupe Stanley dans notre segment Head-to-Head. Segment Head-to-Head avec Stéphane. Steph, évidemment, on va parler de la finale de la Coupe Stanley. On va revenir sur les finales d'association. Première chose que j'ai à dire, c'est que ton souhait s'est réalisé. Tu voulais Connor McDavid, tu voulais les Panthers de la Floride en finale pour avoir du jeu spectaculaire. J'ai comme l'impression que tu vas être servi. Oui, honnêtement, voilà, les Rangers, écoute, les Panthers ont été brillants face aux Rangers. Ils ont stoppé les meilleurs attaquants des Rangers qui ont été dominants toute la saison. Je pense à Panarin, je pense à Kreider et tout ça. Ils ont percé Shesterkin aussi, le gardien. Ils ont été bons. Ici, honnêtement, Joe, en Amérique du Nord, j'écoute les gens, tout le monde est impressionné par les Panthers. D'ailleurs, ils sont largement favoris. Quand j'écoute aussi les talk shows ici, puis je lis à gauche, à droite, les gens pensent que les Panthers de la Floride ont l'équipe pour aller jusqu'au bout, 2e finale consécutive, des leaders, des joueurs qui sortent aussi de nulle part, des forcelings, etc. Donc, c'est à chaque année, quand une équipe sera en finale, une équipe qu'on suit un peu moins. Quand il y a 32 équipes, on ne peut pas suivre les équipes aussi attentivement que ça. Toutes les équipes de la même façon. Et là, les gens découvrent des joueurs comme Forsling, etc., des gars que tu entends comme ça, mais là, tu dis, waouh, c'est vraiment impressionnant parce que tu les vois jouer plus souvent. Mm-hmm. Et il y a vraiment des joueurs qui sortent du lot du côté des Panthers. On parle de l'équilibre, de la profondeur, on parle du rôle de Barkov contre les meilleurs trios adverses. Ils ont été brillants. Bobrovski, enfin, depuis 2 ans, va justifier son salaire. On parle de Paul Maurice aussi qui prend enfin gagner une Coupe Stanley, etc. Donc, il y a beaucoup de plus dans la colonne des plus et les moins. Hein, sur la feuille de papier, il y a beaucoup de plus du côté des Panthers. De l'autre côté, mais moi, je me dis, Joe, quand tu sors Vancouver, Dallas, quand même 2 bonnes équipes. Tout le monde disait Dallas. On parlait de Dallas
comme les gens parlent des Panthers, comme une équipe complète, Ouais. bon gardien, un équilibre entre vétérans et jeunes, on peut jouer physique, on est bon sur la route, toute la bullshit habituelle, là. On l'a l'habitude, la bullshit, pas négativement, mais toute le talk, c'était les Stars sont équipés pour veiller tard pour aller jusqu'au bout. Ben, les Oilers, ils ont quand même battu. Et puis moi, je me dis, le talent, ça finit par payer. Si tu as des gars qui sont un gardien qui tient la route, tu as une défensive qui tient la route. Quand tu as des gars, tu as peut-être les 2 meilleurs joueurs de la NHL, en tout cas 2 des 5 meilleurs joueurs de la NHL, en McDavid et Draisaitl. Moi, je pense que moi, je ne mets pas les Panthers favoris forcément parce que je pense que les Oilers ont tellement de talent. Ils peuvent te gagner un match un soir. Joe, rappelle-nous les statistiques des tirs au but. Le dernier match de la série contre Dallas. Écoute, j'en revenais pas. Ils ont shooté 10 tirs, les Oilers. 10, c'est le pire total. C'est jamais arrivé là, dans une demi-finale de la Coupe Stanley qu'il y a une équipe qui tire que 10 fois au but. Puis en plus, ils l'ont gagné. Ils ont gagné 10 fois. Ouais. Ils ont tiré 10 fois. Non, mais sérieusement. Sur le talent. Puis un power play. Est-ce qu'on peut parler du power play? Là? C'est comme. Tu les vois jouer en power play, tu te dis, il n'y a personne qui joue comme ça. Et les gars, ils tournent, c'est des électrons libres, etc. McDavid, Draisaitl, ils marquent depuis la ligne de. Non, mais voilà. Moi, je me dis, cette équipe-là est tellement spectaculaire, tellement talentueuse que tu dis, s'ils font le minimum vital en défense, puis le gardien, Scanner, tient la route. Sérieusement, quand tu bats Dallas, là, ils n'ont pas battu chanceusement. Tu vas me dire, ils ont tiré 10 fois, là, mais ils ont battu. Là. Ouais. Puis la réussite, ça fait partie du truc aussi. Ils ont battu Vancouver, qui est une bonne équipe. Moi, je pense qu'on aura une bonne finale. Par contre, pour Gary Bettman, pour la NHL, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Et il y a plusieurs points dans ce que tu as parlé, mais j'aimerais justement qu'on parle de la Ligue nationale de hockey. Parce que, évidemment, pour le spectacle, pour l'amateur de hockey, pas moyen. Celui vraiment qui suit quotidiennement toutes les équipes, qui s'informe, qui va regarder cette finale-là, peu importe son allégeance ou son club favori. C'est une magnifique finale. C'est probablement la plus belle affiche que tu pouvais avoir. L'équipe qui veut la rédemption après avoir perdu l'an passé. L'équipe qui a les superstars, qui a le jeu le plus spectaculaire, qui après avoir viré son coach, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. T'as du caractère, t'as du talent, t'as un mix incroyable. Mais t'as les 2 plus petits marchés qui étaient présents en demi-finale et presque en play-off, là, parce que la Floride, c'est un minuscule marché, et Edmonton, c'est l'un des 5 plus petits marchés de la Ligue nationale de hockey. Oui, ça marche fort à Edmonton, mais c'est tellement une petite ville. On pourrait comparer, même Québec est un petit peu plus petit, je crois, qu'Edmonton, mais on pourrait faire la comparaison. C'est exactement la même chose. C'est des tout petits marchés. Exactement, c'est tout petit marché, c'est toujours plein, ça a une belle visibilité et tout, mais ça reste un petit marché. Je ne suis pas certain, moi, que l'Américain moyen de Boston va regarder cette série-là. Et c'est là où la Ligue nationale de hockey doit être légèrement déçue, où Gary doit tirer un petit peu la gueule parce qu'il avait le choix entre 2 petits marchés ou 2 énormes marchés, probablement 2 des plus gros, New York et Dallas. Mais pour l'amateur de hockey qu'on est, c'est quand même la meilleure des finales, je pense. Quoique, ça aurait été bon Dallas Rangers aussi, on s'entend. On s'entend qu'il y avait 4 bonnes équipes là, à la fin. Tu peux pas être. T'as pas d'équipe qui n'ont pas d'affaires là rendues en demi-finale. Mais je pense que McDavid et Draisaitl, c'est un spectacle. Moi, je me souviens, tu n'as pas connu ça, mais les années 80 des Oilers d'Edmonton avec Gretzky, Curry, Paul Coffey. Je vais en parler de Paul Coffey, qui est entraîneur des défenseurs d'ailleurs, des Grand Fuhrer dans le but. C'était l'époque, moi je me souviens, j'étais fan des Oilers d'Edmonton. Tout le monde était fan des Oilers d'Edmonton parce qu'avec Gretzky à l'époque, après il y a Mario Lemieux qui est arrivé à Pittsburgh, qui a fait un peu, mais Gretzky était comme McDavid, il était sur une autre planète. Il était comme. Puis là, ils ont aussi Draisaitl, qui est aussi un joueur dominant. Dans les années 80, c'était fabuleux. Là. Puis honnêtement, tu regardes les Oilers d'Edmonton, bon, tu dis, c'est du jeu spectaculaire. C'est quand ces vedettes-là sont sur la glace, il se passe toujours quelque chose. Ils te sortent un truc. Le but qu'il a marqué là, le dernier match, McDavid, il a son puck et tout. Tu dis, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est du spectacle. McDavid est probablement le meilleur joueur. Si tu le regardes patiner, si tu le regardes jouer au hockey, vitesse, vision, etc., je pense que c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire du hockey. Honnêtement, je n'ai rien enlevé à Crosby puis le mieux, etc. Mais aujourd'hui, quand tu vois le niveau du jeu, il est juste
en dehors du graphique. C'est juste pas possible. C'est une machine de hockey. Et avoir un gars comme ça en finale, c'est du spectacle assuré, je veux dire comme ça. Ouais. Je veux quand même qu'on revienne sur... Parce que tu as quand même dressé un beau portrait des deux demi-finales. Mais il y a un élément... Évidemment, les Oilers ont très bien joué. Il y a un élément que tu as nommé, c'est Stuart Skinner. Stuart Skinner a été dominant pendant cette demi-finale. Face à un autre gardien qui traîne une très bonne réputation, l'un des meilleurs de la Ligue nationale. Mais Stuart Skinner, ça reste un point d'interrogation. Quand il est dans des bons soirs, il peut être exceptionnel. Il a la taille. Honnêtement, c'est un gros gardien. L'inconstance va toujours rester, je pense, son plus gros défaut. Mais il faut lui donner ce qui lui revient. C'est en grande partie aussi grâce à lui. Dans certains matchs, il a gardé son équipe dans le match. Dans d'autres, il a fait les gros arrêts pour préserver les courtes avances. Il a fait ce qu'on veut. Exactement. Et moi, il me fait un peu penser à Adin Hill l'an passé avec l'Avalanche du Colorado, ou à Darcy Kemper avec, pas avec l'Avalanche du Colorado, avec les Knights de Vegas, ou à Darcy Kemper avec l'Avalanche du Colorado, ou à Jordan Bennington avec les Blues de Saint-Louis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des gardiens qui sont de réputation parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey, mais ils réussissent à faire le job au bon moment et ça relance toujours le débat. Est-ce que tu as besoin de payer un gardien 10 millions comme Bobrovsky ou 10,5 millions à l'époque comme Carey Price, ou tu peux y aller simplement avec un gardien qui va savoir élever son niveau à un moment X ou Y dans la saison? C'est ce que ça prend. Et puis l'histoire est belle avec Stuart Skinner parce qu'évidemment, évidemment, on est en finale. Tout le monde focus sur ces deux équipes-là. Donc là, les médias, ils font un job pour sortir. Et Stuart Skinner, c'est un gars d'Edmonton qui a joué dans le hockey mineur tout près de la patinoire, etc. Donc, il y a tous des reportages sur lui. Il a été repêché par Edmonton. Il a roulé sa bosse à AHL, NHL, AHL. Il a même joué des matchs en East Coast League. Il a gravi les échelons. Et puis, tout à coup, c'est un petit gars de la place, un grand gars de la place, avec une belle grande moustache, qui est le gardien numéro 1 qui pourrait peut-être gagner la Coupe cette année. L'histoire serait magnifique. Hein? Après ça, on va probablement lui faire une statue là, dans la patinoire où il jouait quand il était jeune. Et il y a eu un reportage l'autre jour sur CBC, c'était assez intéressant, là, tous les gamins qui s'associent à lui maintenant, etc., etc. Donc, c'est complètement fou. Puis les gens ne se rendent peut-être pas compte en Suisse, mais l'importance du hockey dans des régions comme Edmonton, Québec, Winnipeg, où il y a que ça. Même à Montréal, on s'entend, il y a que ça. Il y a le hockey, et puis après, il y a le reste. Quoi. C'est tellement... Voilà, puis au Canada, on connaît l'importance. Mais c'est bien aussi que, pas pour Gary Bettman, mais pour nous qui a un club canadien. Les gens s'associent quand même. Au Canada, les gens suivent un peu. C'est quand même la finale de la Coupe cette année. Même si on est rendu au mois de juin, puis il fait très beau ici, les gens suivent quand même. C'est la finale de la Coupe cette année. Il y a McDavid. Puis les Oilers d'Edmonton, pour les plus vieux d'entre nous, comme moi, qui ont vécu les belles années, ça nous rappelle des souvenirs, ce maillot des Oilers, qui ont eu du succès, les Gretzky, etc. On compare un petit peu les époques. Et ça parle aux gens, évidemment. Je pense que s'il y avait la même équipe à San Jose, ça parlerait un petit peu moins au Canada. Et maintenant, tout le monde dit, au moins au Canada, les gens n'ont pas décroché encore parce qu'il y a des années où il n'y avait pas d'équipe canadienne même dans les demi-finales, les gens décrochaient rapidement. Et puis voilà, donc à Toronto, on a switché sur le baseball. Là. Bon, ça ne va pas très bien pour les Blue Jays, mais dans le reste du Canada où il n'y a absolument rien d'autre que le hockey, on s'accroche à ça. Mais tu parles des équipes canadiennes. Moi, je me rappelle très bien dans mon jeune temps. Bon, la finale de la Coupe Stanley se jouait un petit peu plus tôt, légèrement plus tôt. Une semaine avant, ça commençait. Moi, je me souviens d'avoir regardé le Téléthon Enfant Soleil. Évidemment, toi, ça te parle. C'est un Téléthon pour amasser de l'argent pour les enfants malades. Et on avait deux télés et à côté, on regardait la finale de la Coupe Stanley, Tampa Bay Calgary. Il y avait Martin Gélina d'ailleurs qui jouait à Calgary. Ouais. Vincent Lecavalier qui avait remporté la Coupe Stanley avec Martin Saint-Louis, c'était en 2004. Je me souviens très bien aussi la dernière finale de la Coupe Stanley des Oilers. Il y avait Marc-André Bergeron qui jouait d'ailleurs avec les Oilers. Oui, ça attire parce que justement, il y a des joueurs en plus, il y a des joueurs marquants dans chaque équipe. Il y a des joueurs parfois qui viennent de la région. Moi, par exemple, Bergeron, c'est un gars de Trois-Rivières aussi. Donc, évidemment, il y a ce lien-là. Mais comme c'est un club canadien, tu es obligé d'espérer un peu pour ce club-là parce que le dernier club canadien qui a gagné une Coupe Stanley, 93.
C'est incroyable. Non, mais ça, c'est incroyable parce qu'on s'entend que la NHL, le berceau de la NHL, c'est ici que ça s'est passé. Là. Bon, il y avait les 6 équipes originales avec Chicago, Boston, New York, Toronto, Détroit et puis Montréal. Mais on s'entend que la base de fans de base, c'est ici que ça se passe. Et voilà, maintenant, on l'a vendu aux Américains. Ça, c'est quelque chose qui blesse un peu les Canadiens, mais on n'a pas la puissance, on n'a pas le marché, on n'a pas la population comme aux États-Unis. Petite parenthèse, à Utah, tu as vu la demande de billets de saison? Ouais, c'est assez exceptionnel, hein? 34 000 personnes qui se sont dit intéressées à acheter des billets de saison, alors qu'il n'y a que 16 16 000 000. places. 16 Wow. 000. Et bon, là, ils vont devoir évidemment faire un tri. Après, à Montréal, ça a été longtemps ça aussi, hein. Il y avait je ne sais pas combien de milliers de billets de saison. Tu devais être sur une liste d'attente. Puis quand quelqu'un refusait les billets, ben, c'était à ton tour selon ton rang dans la liste d'attente. Mais moi, ce qui me dérange le plus, je trouve que c'est une belle histoire, Utah. Mais la patinoire du Jazz, en fait, l'amphithéâtre du Jazz, donc qui va être tourné en patinoire pour l'équipe de hockey, il y a des places quand même que tu n'as pas vision totale sur la patinoire parce que c'est un aréna de basketball à la base. Donc, un peu comme à Ouais. Brooklyn, quand les Islanders avaient traversé dans le domicile des Nets de Brooklyn, ben, c'était exactement, le même problème. Et c'est Ouais. peut-être là où ça va un peu faire grincer les dents et peut-être que c'est là où on va avoir une petite baisse de popularité, mais je pense que l'État au complet était prêt à avoir une équipe de hockey et va la soutenir beaucoup plus que ce qu'on a vu toutes les années en Arizona. C'est une ville très dynamique, Salt Lake City. On le sait. C'est sûr qu'en Arizona, c'était tout sauf un marché naturel. Donc, on a réglé une partie du problème. On a un richissime propriétaire qui est déjà dans le basket et tout, marché télévisuel, peu importe. Donc, ça a été. Mais tout ça pour dire que la demande est énorme, là, même dans certaines régions. Ça pourrait devenir une région de hockey, comme Nashville, par exemple, est Ouais. devenue une belle région de hockey alors que personne ne s'attendait à ça. Tout à coup, les gens sont pris d'amour parce que, bon, Utah, ils ont du basket, Nashville, ils n'ont pas de basket. Donc, ça dépend aussi comment. Bon, bref, c'est des régions qui sont aussi dynamiques. Le niveau de vie à Salt Lake City, les revenus par habitant, c'est très élevé. Hein. C'est une région qui est relativement riche, entre guillemets, et ça suffit pour soutenir une équipe de hockey. Ouais, mais à Nashville, par contre, ils ont la NFL là, avec les Titans du Tennessee. Ouais, pas de Euh, basket. mais deux États aussi qui ont des universités. Le sport est très populaire de toute façon dans ces deux États. Steph, on doit revenir aussi sur la demi-finale dans l'Est. Tu l'as dit, les Panthers ont fait un très très bon travail contre le premier trio des Rangers. Et je pense vraiment que c'est là où tout s'est décidé. Et je voyais des publications sur les réseaux sociaux d'ESPN, de la NHL, de tout ça, puis il faisait beaucoup la comparaison entre Igor Shesterkin et Henrik Lundqvist. Lundqvist, évidemment, qui était l'un des meilleurs gardiens de sa génération, qui réussissait à se rendre en deuxième ronde, troisième ronde de playoff, mais était toujours lâché par son attaque, même s'il faisait des petits miracles, perdait les matchs 2-1, 3-2, 1-0. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année avec Igor Shesterkin. Il a été laissé à lui-même dans cette série-là. Le meilleur attaquant, c'est pas compliqué, Alexis Lafrenière. Ça a été le meilleur attaquant de l'équipe tout au long de cette demi-finale. Mais quand tes gros canons ne marchent pas, tu peux pas gagner. Non, exactement. Quand tes meilleurs ne sont pas tes meilleurs, on le répète souvent. Et évidemment, Lafrenière a connu une bonne série, mais il ne fait pas partie des top joueurs. Éventuellement top 6, top 9, mais il a sorti de sa coquille. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Finalement, après 3-4 ans en NHL, tout à coup, là, il a pris le step nécessaire. Et là, il vient vraiment de prouver sa valeur et ça va être plutôt un type power forward. C'est peut-être un gars qui va faire 50, 60, 70 points par année. Ce ne sera pas un gars de 100 points par année, mais ça reste qu'il il est vraiment sorti de sa coquille. Et puis, les Panarin bon, évidemment. Là, on est revenu avec les vieux clichés de dire ouais, Panarin, c'est pas un joueur de playoff, c'est un joueur de saison régulière, il n'est pas très costaud, pas très physique, etc. Le fameux cliché des petits joueurs en playoff, etc. Ça a donné le demi-de-l'eau au moulin de tous ces gens-là. C'est pour ça qu'on dit que les Panthers, physiquement, vont réussir à contenir les Oilers d'Edmonton. Mais je veux juste leur rappeler que McDavid et puis Draisaitl, c'est un peu plus grand et plus gros que Panarin. Hein? Mm-hmm. C'est pas des petits bonhommes, là. C'est pas des petits bonhommes, là.
Et ouais, Evan Bouchard n'est pas un grand défenseur là, physiquement, mais quand même. Et puis ces gars-là font vraiment des points aussi en powerplay. Mais c'est vrai que Panarin n'a pas été l'ombre de lui-même. Moi, j'ai regardé les matchs, puis on ne le voyait pas beaucoup. Il a marqué son seul but, je pense, de la série à la toute fin. Hein. Je pense que c'est le dernier but de la série, à une minute de la fin, pour revenir à 3-2, mais ou 2-1. Mais voilà, il n'a pas été. Mais je pense que du côté d'Edmonton, les meilleurs joueurs d'Edmonton sont bien meilleurs que les meilleurs joueurs des Rangers. Peut-être qu'ils ont moins de profondeur. Et ces joueurs-là vont pas être impressionnés physiquement. Je peux vous dire qu'on a essayé de les brasser. Hein. Là, tout le monde dit les Panthers vont envoyer des messages. J'écoutais Maxime Lapierre, là, avec son vieux discours de Fortliner d'NHL, l'ancien joueur de 3e, 4e bloc, qui dit non, les gars, les Panthers vont envoyer des messages, ils vont brasser la cage, etc. Est-ce que les Panthers peuvent brasser plus la cage des Oilers que Dallas? Non. Non. Ouais, Barkov, le centre défensif, etc., etc. Non, OK. Sauf qu'attendez, les gars, là, qui peut contenir ces deux gars-là, honnêtement? Voilà, moi, c'est pour ça. Je suis assez fan parce que j'aime bien leur côté spectaculaire. Et quand il y a des joueurs dominants comme ça qui gagnent des championnats, c'est que bon pour la NHL. Moi, j'ai beaucoup de peine avec Tkachuk. C'est un bon joueur de hockey, il dérange, etc. Un fameux joueur de playoff, etc. Mais ça reste que on fait l'apologie de ce genre de joueur. Moi, j'ai beaucoup de peine. Je pense que c'est pas ma tasse de thé à moi, mais voilà, ils sont deuxième finale de suite, donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ouais, moi, il y a un élément que j'aime bien, c'est que normalement, toutes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley ont dû trébucher avant. Là, tu vas me dire, les Oilers, ça fait quelques saisons qu'ils trébuchent avec ce noyau-là. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Les Panthers sont trébuchés en finale de la Coupe Stanley. On sait à quel point c'est difficile de faire 2 finales consécutives, de se rendre en finale 2 années de suite. Ils ont réussi. J'ai vraiment le sentiment qu'ils sont en mission. Bobrovsky est à la hauteur du gardien qui a gagné le Vezina 2 fois dans sa carrière. Le Bobrovsky qui a signé pour 10 millions par année en Floride. J'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les pièces tombent à la bonne place en Floride et j'ai l'impression que l'équipe est moins amochée que l'an dernier parce qu'on n'a pas eu à revenir du fond du classement pour se hisser en playoff, ce qui est très taxant pour les joueurs. Là, toute la saison, on était au top. Et en playoff, j'ai l'impression qu'ils ont mis une 2e vitesse ou une 3e vitesse, selon ce que vous pensez. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a l'aura d'une équipe championne en les Panthers à Floride. Mais je suis d'accord avec toi. Parier contre McDavid, parier contre Draisaitl. Comme tu as changé un match avec tout ça. Écoute, le power play, 37%, je pense. Le Piqué, 93%. Je pense que ça fait un mois et demi qu'ils n'ont pas pris plus d'un mois qu'ils n'ont pas pris un but en infériorité numérique. Ça veut dire que ton gardien fait le job. C'est 19 buts en PP puis 3 pris en Piqué depuis le début des playoffs, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, vous allez me dire, les gens qui nous écoutent vont dire Steph, elle est où ta loi de la moyenne? Bon, ça va s'appliquer en finale, mais je veux dire, ils sont tellement menaçants. Ça veut dire le message de Paul Morris au début de la série, c'est les gars, il faut éviter le banc des pénalités. Parce que c'est 4 fois sur 10, ils marquent là. Et puis, le momentum qu'ils prennent, puis c'est du temps de glace du temps de glace de qualité pendant 2 minutes pour ces joueurs-là. Et puis, on peut revenir à Evan Bouchard. J'ai dit que je ferais une parenthèse tout à l'heure. Vas-y. On cherche des belles histoires du côté d'Edmonton. Evan Bouchard, là, les gens commencent à donner beaucoup de crédit à Paul Coffey. Paul Coffey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le défenseur offensif des années 80 en NHL, un gars qui presque a marqué 50 buts comme défenseur, c'est une autre époque, mais lui, il avait dit qu'il reviendrait comme entraîneur. Aucune expérience, il s'était complètement sorti du hockey, puis finalement, il est revenu à Edmonton, il a dit, moi, si c'est Edmonton, je reviens. Et il est coach des défenseurs, et on donne beaucoup de crédit à Coffey pour avoir développé développer ou favoriser le développement offensif d'un certain Evan Bouchard en défense. Mm-hmm. Évidemment, c'est la belle histoire. Comme je dis, on cherche des histoires. Hein. Et Paul Coffey n'arrête pas de dire qu'Evan Bouchard est un joueur électrisant. Bon, offensivement, on sait que ce n'est pas un grand défenseur défensif, mais ce n'est pas Paul Coffey qui va nous montrer la défense. La défense, il est toujours en attaque. Ah, mais tu sais, Steph, ça me fait un peu penser des fois à des joueurs comme Caulfield quand Martin Saint-Louis est arrivé. Ouais. Il y a des joueurs comme ça qu'avec un coach, il y a juste un petit déclic parce qu'ils acceptent aussi les erreurs et les mauvais côtés
de certains joueurs pour avoir leur bon côté. Si tu essaies de dire à Evan Bouchard, maintenant, on veut en toi un défenseur comme Aaron Ekblad, là, vraiment un défenseur qui défend, qui est physique, tout ça, ben, tu vas l'étouffer complètement. C'est ça. Et ça a été, je fais une autre parenthèse, ça a été un peu le problème du Canadien aussi avec Piquet Souban. Bon, oui, son attitude ne plaisait pas dans le vestiaire et il était temps qu'il parte. Mais Piquet Souban, plus il jouait, plus on essayait de le mettre dans un box, de lui dire, écoute, tu restes derrière, on tue ta créativité, mais tu vas devenir un bon défenseur responsable. C'était pas son jeu. Quand tu essaies de dénaturer un joueur, il faut que tu vives avec les bons et les mauvais côtés d'un joueur. Maintenant, tu peux améliorer ces mauvais côtés pour qu'ils deviennent moins nuisibles à ton équipe. Le minimum, c'est ça, ouais. Mais il faut que tu vives avec le fait que Cole Caulfield, il est capable d'en marquer 20, 30, 40 peut-être un jour, mais que défensivement, il ne s'implique pas. Sur le long des bandes, il ne gagne pas de bagarre à 1 contre 1. Il faut que tu vives avec ça aussi. Ouais, ben c'est ça. Ben, écoute, un gars comme Caulfield, s'il ne marque pas de but, il ne fait pas de points, il ne sert à rien. Ouais. C'est pas compliqué. Donc, Evan Bouchard, c'est un défenseur offensif. Il faut que tu le laisses aller. Il faut que tu le joues offensivement. Tu fais le minimum syndical défensivement. Et puis, tu essaies de ne pas le mettre contre les meilleurs blocs adverses parce qu'il a pris dans sa zone, surtout s'il y a un engagement en zone de défense ou n'importe quoi. Et puis, tu l'utilises. Puis, c'est un gars qui ramasse un paquet de points en powerplay. Écoute, évidemment, c'est un peu powerplay à 40%. Puis ces joueurs-là, Bouchard, Draisaitl, McDavid, sont sur la glace. Ces gars, ils ramassent presque la moitié de leurs points en supériorité numérique. Ouais. Donc, évidemment, c'est un défenseur un peu comme Fox à Rangers. C'est un spécialiste. Ce sont des spécialistes de l'offensive. Carlson était ce genre de joueur de défense-là. Celui qui était à Washington aussi, le défenseur offensif, je me souviens plus de son nom. Donc, tu as des gars comme ça qui sont défenseurs offensifs. Et puis, mais on donne beaucoup de crédit à Paul Coffey pour lui avoir appris certaines choses offensivement. À voir si c'est vrai ou non, hein, c'est toujours la belle histoire. Et Paul Coffey est arrivé dans le bon moment pour avoir l'air d'un champion aussi, on va dire comme ça. Le défenseur que tu cherches à Washington, c'est pas justement John Carlson? Carlson, voilà. Donc, il y avait Eric. Toi, tu parlais d'Eric. Il y a John aussi. Un qui c'est un cop et l'autre c'est un C. Exactement. Un qui est suédois, l'autre qui est nord-américain. Je veux qu'on reste sur les défenseurs, Steph, parce que aujourd'hui, je me suis fait un petit jogging sur le bord du lac. Ben, écoute, je profite des quelques journées qu'il fait beau. Donc, j'en ai profité. J'ai écouté un podcast. Tu as parlé de Maxime Lapierre. J'ai écouté l'entrevue de Mathieu Darche qu'il a réalisé avec La Poche Bleue hier, justement. Et il parlait de Gustav Forsling. Parce qu'évidemment, le Lightning de Tampa Bay a affronté en première ronde les Panthers. Et il racontait une histoire l'été dernier. Il avait demandé à Kucherov, ils discutaient ensemble les deux, il lui avait demandé le défenseur là, qui te pose le plus de problèmes, que tu détestes affronter, c'est qui? Et il lui a répondu Gustav Forsling en Floride. Et Mathieu Darche, il dit, moi je m'attendais à ce qu'il me nomme un gros défenseur qui frappe, tout ça. Puis Kucherov lui a répondu non, parce que je les vois venir. Ils sont faciles à lire. Alors qu'un défenseur comme lui, qui est mobile, il est beaucoup plus difficile pour moi à lire qu'un défenseur que tout ce qu'il veut faire, c'est me rentrer dans la bande, me séparer de la rondelle avec une grosse mise en échec. Et Gustav Forsling, en ce moment, il reçoit des éloges de tout le monde. Ce gars-là était au balotage il y a quelques saisons, là. Mm-hmm. C'est quand même exceptionnel de voir son développement. On parlait de développement avec Connor Hughes il y a quelques minutes. Ben, lui, son développement, il est assez exceptionnel, mais il a trouvé un entraîneur qui lui fait confiance. Il joue sur la première paire avec Aaron Ekblad. Mine de rien, c'est une des raisons aussi des succès des Panthers, c'est d'avoir été chercher On parle beaucoup de la transaction Matthew Tkachuk, mais il ne faut pas oublier la transaction Sam Bennett qui n'avait pas coûté grand-chose, Forsling qui était au balotage, des gars comme ça, c'est pas des grosses transactions, mais ça a quand même fait le corps de l'équipe, là, vraiment le noyau de cette équipe-là. C'est les joueurs qui sont à maturité. On a entouré les Barkov et compagnie, les Ekblad et compagnie, on les a entourés. Évidemment, encore une fois, là, on montre toutes les bonnes décisions des Panthers puis où que ça les a amenés depuis 2 saisons. Je me souviens quand Saint-Louis avait gagné aussi, on avait parlé de ce qui s'était passé à Saint-Louis parce que je saute un peu du coq à l'âne, mais Saint-Louis, souviens-toi, Saint-Louis avait gagné la Coupe Stanley en ayant un début de saison catastrophique, un peu comme Edmonton cette année. Hein? Ouais. Chez Edmonton et puis Saint-Louis, je pense qu'à Noël, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur eux pour être en finale ou éventuellement gagner la Coupe Stanley si Edmonton gagne. Mais c'est vrai que les Panthers, écoute, puis Paul Morris, les gens, les journalistes l'adorent parce qu'il donne à manger à tout le monde. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Il coachait en NHL à 29 ans, ce gars-là.
Donc, c'est un gars qui a toujours la réplique, toujours le truc pour coincer les journalistes. Les journalistes essaient de le coincer, il est incroyable. Il y a une répartie, puis il les remet dans la petite boîte, comme on dit. Puis il y a des journalistes qui posent des questions, puis il leur dit, toi, t'étais où durant la saison? T'as suivi notre équipe un peu? On dirait pas, et tout. C'est incroyable. Il a une répartie, il a une personnalité. Puis tu as vu aussi l'histoire du trophée, quand ils ont été chercher le trophée du champion de la conférence. Il a tout de suite dit à sa capitaine, il l'a pris, il dit Don't touch the trophy. Touche pas au trophée, touche pas au trophée. Ça, c'est de la superstition, ça me fait un petit peu sourire. Mais Edmonton ne l'a pas touché non plus. Il ne l'a pas touché. Pourtant, quand tu regardes la liste des derniers gagnants de la Coupe Stanley, il y en a très peu qui l'ont gagné en ne la touchant pas. Mais Floride l'a touché l'an dernier, on fait différent cette année. C'est les joueurs de hockey, les coachs, les gardiens, c'est tellement superstitieux. Et ça, c'est un magnifique exemple. Mais moi, Paul Maurice, tu sais, Steph, j'ai commenté le match 3 de la série Panthers-Rangers, qui était le premier match à Sunrise. Et bon, moi, il y a quelque chose que j'adore aussi dans la NHL, même si parfois la cassette sort. Je trouve qu'elle sort moins. Les entrevues pendant les matchs, pendant les power breaks en NHL avec les assistants coachs ou les head coachs, je trouve que ce sont les meilleures entrevues qu'on entend pendant les matchs. Les joueurs nous sortent la cassette et tout, mais les entraîneurs sont très dans l'analyse. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, pourquoi ci, pourquoi ça. Ils vont vraiment répondre honnêtement pendant le match. Écoute, on fait ça bien, on fait ça, ils nous comptent là. On a beaucoup d'informations. Et Paul Maurice avait fait l'interview. Et on lui avait posé comme question, justement, comment t'expliques que il y a déjà beaucoup de buts marqués dans le match, parce que ça a été le premier match le plus offensif de cette série-là, après 2 matchs assez fermés à New York. Et il avait répondu la qualité de la patinoire. Il dit, on n'est plus en train de faire un jeu de ping-pong dans la zone neutre parce qu'on n'est pas capable de bien contrôler la rondelle et tout, puis d'avoir une bonne exécution. Qualité de la patinoire, évidemment, on connaît le Madison Square Garden, un des amphithéâtres les plus utilisés en Amérique du Nord. Versus la patinoire des Panthers qui ne doit pas être la plus utilisée, on s'entend là. Donc, c'est ça, Paul Maurice. C'est ça, les interviews aussi. On verra jamais ça en Suisse. Hein. Mais d'avoir accès comme ça aux entraîneurs, puis que les entraîneurs jouent le jeu aussi de cette façon-là, surtout à ce temps-ci de l'année où ils pourraient très bien répondre « Écoute, on est en finale, on veut rien savoir de répondre à des questions. » Non, ils se prêtent au jeu. C'est soit les entraîneurs adjoints, c'est soit les head coachs. Une fois chacun par période. Là, d'un côté, en première période, c'est une équipe. En deuxième période, c'est l'autre équipe. Puis en troisième période, il n'y a pas. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi. Ça donne un petit plus. Ouais, on pourrait implémenter ça en Suisse, Joe. Non, mais c'est fou parce qu'en NHL, ils ont compris que c'est le produit, c'est le business, etc. Il y a des power breaks. Évidemment, ils font ça durant le power break. C'est un power break de 3 minutes. En Suisse, on n'a toujours pas de power break, évidemment, parce que les gens pensent que c'est épouvantable. On a eu un power break de 45 secondes en playoff, puis ça s'est très bien passé. On ne le voyait pas aller. Ça me fait rire un peu, cette résistance au power break. Mais ça me fait rire parce que en NHL, les coachs ou l'assistant coach, il prend le temps de parler 30 secondes. En Suisse, même en avant-match, certains coachs, bon, il y en a qui a perdu son boulot, mais c'est certains coachs, pas à cause de ça, évidemment, mais il y a des coachs qui, même en avant-match, rushing à donner des entrevues parce que ça peut les déranger dans la concentration. En NHL, durant les périodes, ils donnent une entrevue, pas longue, mais quand même. Puis ils donnent un heads up. Moi aussi, je trouve ça intéressant parce qu'ils disent on a la peine à sortir de la zone, si, ça. Il parle vraiment des vraies choses de hockey. Il fait une analyse globale. Il ne va pas parler d'un truc en particulier. Il ne va pas donner d'infos qui pourraient jouer contre lui. Mais ça donne on vend le truc. Ouais. On rend le produit accessible. Ouais. On explique. Ensuite, souvent, on voit encore les médias comme un truc. Ils sont chiants, on ne va pas trop leur en donner, etc. Ou alors que voilà, ça fait partie du business de donner parce que les gens qui te regardent, c'est eux qui te font rouler ton business. On a compris ça en Amérique. En Suisse, on n'a pas encore. Certains jouent le jeu, mais pas tout le monde encore, autre chose qu'on peut le dire. Je ne vois pas. Donc, même temps, en avant-match, 1h30 avant le match ou 1 heure avant le match, il y a encore des entraîneurs ou des gens du staff qui rushing à donner des entrevues. Au Canada, c'est en période durant le jeu, durant les périodes, c'est incroyable. Entre toi et moi, Steph, puis là, je veux pas me porter à la défense de MySports, c'est des télédiffuseurs de sport. Mon point n'est pas là, mais la Ligue nationale de hockey, les joueurs, les entraîneurs ont compris qu'à un certain moment, le gros du budget de la Ligue vient des télédiffuseurs qui payent des millions et des millions. En Amérique du Nord, c'est des centaines de millions.
pour diffuser le sport. Alors qu'ici, mine de rien, MySports étant le plus gros partenaire des clubs de la Ligue, c'est pas encore dans la tête de tout le monde que plus on donne accès au sport aux gens, plus on donne de la visibilité à ce sport-là par le biais des médias qui payent, plus on va augmenter la popularité. C'est pas ce qui se passe, donc mais c'est un jour, ça a changé déjà, mais oui. Il y a beaucoup de gens ont compris, ça marche bien, collaborent, etc. Alors, on va pas faire une procès d'intention, mais c'est vrai que moi, je compare au niveau où on est rendu en Amérique du Nord par rapport à ici. Mais c'est différent. Non, c'est pas différent. C'est le même business. Tu veux vendre ton truc, etc. La pause commerciale, ça commence, etc., etc. Mais les petites interviews flash comme ça, moi, je trouve ça super intéressant. Des fois, c'est l'assistant coach. Des fois, c'est vraiment... puis ça fait du sens. Évidemment, on part à la pause commerciale. C'est enregistré durant la pause commerciale. Les gens peuvent l'entendre dans la patinoire souvent. Puis quand on revient de la pause commerciale, il reste encore souvent 30 secondes. Là, on passe cette petite entrevue-là et puis on revient au jeu. C'est très bien fait. Les questions sont intéressantes, etc. Mais pour ça, ça prend aussi un reporter sur place, ça prend aussi un staff, etc. On s'entend que le déploiement, les outils, etc. à disposition sont dans une autre grandeur d'ordre aussi, évidemment. Bon, Steph. Mais les joueurs aussi, c'est une parenthèse aussi. Je regarde les joueurs quand ils répondent aux questions. Je ne dis pas qu'ensuite ils ne répondent pas bien. Au contraire, il y en a d'excellents, mais ils font des phrases. Souvent, il y a une question, puis ils te font 1, 2, 3 phrases. Ils te font une réponse, c'est pas yes, no, ketchup, ils te font une phrase intéressante. On le voit souvent quand les gars débarquent d'Amérique du Nord là, en cours de saison. Là. Quand ils quittent la HL, mais qui ont de l'expérience à la HL et tout. Là, moi, je m'amuse, je les prends souvent à la première interview. Je pose une question. Ton analyse du match et il te fait une analyse, mais c'est 1 minute et demie de long. Il t'a tout analysé. T'as presque plus rien à lui demander parce qu'il t'a donné tout ce que tu as besoin de savoir. Puis quand il n'est pas d'accord avec toi, il n'aime pas ta question. Il ne dit pas « j'aime pas ta question ». Il t'amène comme un politicien là où il t'amène sur autre chose. Ouais, mais bon, il t'amène sur ce qu'il veut bien te parler. Et puis ça se passe très bien. Vous avez juste à mettre le micro, souffler quelque chose. Et puis, pas trop de questions de merde comme ça. Bon, Steph, quand même, il y a une longue pause, ça faut le dire. La Ligue nationale qui a été un peu prise de court parce qu'on espérait des 7e matchs. On a laissé, évidemment, un temps de pause. Oui, un temps de pause, c'est étonnant, ça. Moi, je pose la question parce qu'évidemment, nous, on le ressent moins ici en Europe parce que de toute façon, il y a quand même un intérêt moins marqué pour la NHL. Mais en Amérique du Nord, ce que tu ressens, ça peut même être au Québec, ou dans les médias que tu regardes, que tu écoutes, est-ce que tu sens justement qu'il y a du désintérêt par rapport à cette longue pause et par rapport au fait que la finale de la Coupe Stanley, comme c'est les deux villes les plus éloignées possibles, en finale, ils rajoutent des journées de pause entre les vols d'avion. Quand ils voyagent, ils ont 2 jours de congé. Ça fait que la finale de la Coupe Stanley va être sur 2 semaines et demie et non sur 2 semaines. Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de désintérêt par rapport à ça, justement? Oui. Je me suis fait la remarque hier parce que, évidemment, je suis ici, puis le soir, je m'allume la télé, puis je dis, il n'y a pas de hockey. Là. Cette semaine, c'est long. Là. Puis j'écoutais les talk shows, etc. On en a parlé, mais là, au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi dire. Si tu as lundi, les talk shows, c'est du lundi au vendredi, là, en fin de journée, TVA Sport, RDS, TSN, voilà. Là, ils ont une semaine pour parler de cette série-là. Des talk shows doivent remplir des trucs, des intervenants, faire des théories. C'est long, là. 5 shows de 2 heures, là. C'est comme nous, là. Je veux dire, il faut que tu en parles, là, que tu finis par faire le tour, là. Donc là, c'est long, cette pause-là. Évidemment, à Edmonton, les gens sont dedans, mais ceux qui ne sont pas c'est pas ton équipe locale, c'est comme en Suisse, quand Fribourg est éliminé, les Fribourgeois décrochent, la moitié des Fribourgeois décrochent ou les Genevois, puis c'est normal, on le voit. Mais ici, c'est un peu la même chose. Puis là, c'est espacé. Puis ici, honnêtement, il fait beau, il fait chaud. L'été, c'est vraiment l'été. Donc les gens, puis là, il y a le baseball, il y a la F1 au Canada. Ici, il y a la F1 ce week-end. Ils n'annoncent pas du beau temps, par contre, malheureusement pour eux. Mais les gens, oui, ils décrochent un peu, puis ils se disent, si ça donne ce soir, je suis à la maison, je vais regarder un bout du match. Mais ils ne sont pas, ce soir, il y a le match, je vais regarder l'avant-match, etc. C'est pas comme quand les Canadiens étaient en finale contre Tampa Bay il y a quelques années. C'est pas du tout la même dynamique, évidemment. Mais c'est vrai que c'est long. Puis là, on est rendu au 24 juin, Joe. 24 juin, c'est long, là. Après ça, il y a le repêchage, etc. Mais
les joueurs autonomes, c'est long. On est rendu en plein été. Là. Joe, écoute ce que je te dis là. Lorsque la finale, si la finale de la Coupe Stanley sera en 5 ou 6 matchs, les journées auront déjà commencé à raccourcir. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, c'est un débat, ça, en Amérique du Nord. Est-ce que la saison ne devrait pas commencer début septembre, un peu comme en Europe? Parce que de toute façon, l'école est commencée, la vie normale, je vais le mettre entre guillemets, reprend, les vacances sont terminées, et finir, justement, 2-3 semaines plus tôt. Les années olympiques, ça se fait. Je pense que les prochains Olympiques, surtout que les joueurs de la Ligue nationale vont y être à Milan. Non, c'est à Milan, justement. Donc, les joueurs de la Ligue nationale vont y être. Il faut prendre 2 semaines. Donc, ça va être calendrier condensé toute la saison. Peut-être qu'ils vont débuter 2 semaines plus tôt. Il est temps que la Ligue nationale de hockey arrête d'être sur un peu le même beat que la NBA et commence un petit peu plus tôt. De toute façon, la NFL commence au même moment. On pourrait lancer la saison de hockey en même temps que la NFL, puis personne se plaindrait de quoi que ce soit. Bien sûr, moi aussi, je trouve que c'est long. Fin mai, début juin, là, la Coupe Memorial a fini la semaine passée. La AHL, c'est le même truc. Même la AHL, des fois, finit un petit peu après. Là, ils vont même pas comment. La demi-finale est tout juste finie. Je pense que c'est peut-être fini hier soir. Mais la Coupe Memorial, là, c'est début juin. Puis je trouve ça déjà très tard, un junior. C'est vraiment problématique parce que surtout s'il fait beau. Hein. Bon, vous n'avez pas du beau temps, mais nous ici, il fait une semaine, je suis ici, il fait vraiment, vraiment beau. Puis quand il fait 25-30 dehors, les journées sont plus longues, etc. Le match de hockey à 7h, 7h30, t'es pas. C'est ça. Il y a une saison pour tout. Et puis, si tu avais parlé de ça aux plus anciens et finir au mois de juin, vous êtes malade. Mais c'est parce que la NHL veut garder aussi, je pense, l'intérêt. Finale de la Coupe Stanley, le repêchage, les joueurs autonomes, et puis après, à partir du 10 juillet, ici, les vacances de hockey, les gens arrêtent de parler de hockey à partir du 10 juillet, quand la folie des joueurs autonomes est passée, la semaine, et puis après, je t'en reparle plus avant début septembre. Ouais. Il y a peut-être juste ça de positif au Québec. C'est qu'évidemment, les partisans de hockey sont tellement à fond dans le hockey qu'avec le Canadien de Montréal qui va repêcher 5e pour une 2e année consécutive et dans le top 5 pour une 3e année de suite, ben, ça fait des sujets de discussion dans les talk shows. Les médias en parlent beaucoup. Est-ce qu'ils devraient drafter un attaquant, un centre, quel attaquant, tout ça. Donc, au moins, ça donne... Pour le Québec, au moins, ça donne ce petit plus. Mais tous les autres marchés nord-américains, là, ça, ils n'en parlent pas du tout. Hein. Le draft, c'est... On parlera du joueur quand il sera arrivé. Là, le gros sujet ici au Québec, évidemment, c'est ils font des suppositions sur les échanges que le Canadien de Montréal pourrait faire. Ils ont beaucoup de choix de pêchage, donc ils devraient se départir des choix de pêchage, peut-être donner le 5e choix. Et là, il parlait de Martin Necas de Caroline qui serait éventuellement sur le marché. Et Trevor Zegras. Là, c'est le gros truc. Est-ce qu'on va chercher Zegras, Necas? Ils sont dans les suppositions... Mais Pierre Lebrun de TSN et de RDS est venu un peu contrecarrer les plans en disant que les prix étaient beaucoup trop hauts et que Natchez, tout le monde est dessus. Là. Il y a plus d'une vingtaine d'équipes qui ont appelé. Là, donc, ça va être compliqué pour le Canada. Moi, Zegras, je n'y crois pas du tout. Moi non plus, je ne suis pas un grand fan de Zegras. Je pense pas que ce serait une bonne chose pour le Canada. Un copain de Caulfield, paraît, c'est le seul avantage, mais je ne suis pas sûr que Caulfield aurait une bonne influence sur lui actuellement. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est ce que j'ai entendu. Bon, Steph, là-dessus, on va laisser planer le mystère. Là-dessus, on va te laisser retourner au beau temps et au golf. Oui. Nous, ça va finir par venir, ça va finir par arriver. Mais sinon, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. On va peut-être attendre là, que justement le draft et les agents libres soient passés pour faire un peu... un dernier épisode de la saison d'Overtime NHL. Entre-temps, prends soin de toi. À très bientôt, mon Steph. À bientôt. Bye-bye. Ciao. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci encore à Stéphane et merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle évidemment que tous les matchs de la finale de la Coupe Stanley seront diffusés sur MySports Edge à 2h du matin. Toutes les annonces de matchs donc se retrouvent sur nos réseaux sociaux. Allez vous abonner pour ne rien manquer. Une finale vraiment à suivre puisque ce sera spectaculaire.
Sinon, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le tout dernier épisode de la saison. À voir à quel moment se terminera la finale de la Coupe Stanley. Peut-être qu'on attendra après le repêchage ou après le 1er juillet pour faire le tout dernier épisode de la saison. C'est de la musique d'avenir, mais suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Sinon, entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.